Salut les amis, Radio Jojo à l'appareil. J'espère que ça va bien, que tout se passe pour le mieux les enfants. On est le 26 février 2020 à 19h09. Donc bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon matin, bon après-midi, bon déjeuner, selon laquelle vous allez écouter ce petit enregistrement. Voilà, donc aujourd'hui on ne parle pas football, hein, on va changer de sujet un peu, on va faire une autre petite note de lecture là sur un livre qui s'intitule 7 ans de solitude et qui a été écrit par monsieur Eric Alphen. Alors Eric Alphen, pour replacer le contexte, c'est le juge d'instruction qui a pris part à l'enquête sur les HLM de Paris. Dans les années fin 90, donc un des très grands scandales. Moi j'ai 38 ans, je suis de 82, et je m'en rappelle. Donc c'est un très grand scandale voilà, qui a éclaboussé énormément de monde du milieu politique, notamment et spécialement d'ailleurs du RPR. Alors vous allez me dire pourquoi ce livre, hein. Alors, c'est vrai que pourquoi, hein, en fait, alors bon, je l'ai acheté 1 € à une brocante, hein, donc c'est voilà, mais pourquoi je l'ai lu et pourquoi j'en fais une note de lecture, bah, c'est parce que notre ami et ancien président Jacques Chirac est passé l'arme à gauche cette année et qu'on a pu voir quand même pas mal de comment dire de courbettes et voilà, des choses dans sa mémoire, les gens. Alors on va pas en faire le bilan de la présidence de Jacques Chirac, mais par contre ce qu'on peut quand même rappeler, c'est qu'il a été extrêmement impliqué dans cette affaire. Et puis voilà, donc c'est tombé à peu près en même temps. Donc je me suis dit, bon, c'est un signe du destin, on va faire une petite vidéo sur ce livre. Voilà. Donc le juge Alphen, dans ce livre, il est pas. Je pensais qu'il balancerait plus de choses. Donc il raconte un peu le déroulement de l'instruction, il donne son sentiment sur le système judiciaire français, des anecdotes, ce genre de choses. Donc nous, on va en profiter pour un peu détailler tout, et puis voilà, renoter quelque chose, quelques petits commentaires voilà, sur ce qu'il a écrit. Donc sur son profil, le juge, il faut quand même savoir que déjà, bon, il est juif, pas pratiquant, hein, c'est lui qui en parle, c'est lui qui se définit comme ça dans le livre. Donc on le mentionne. Quand il est nommé, c'est le plus jeune juge d'instruction de France. Donc ce qui veut dire quand même que le mec, c'est plutôt une tête, hein. On va prendre ça comme ça. Il a choisi la filière financière principalement à cause de la qualité des prévenus. C'est-à-dire que voilà, entre la petite délinquance à la con et la délinquance en col blanc, des mecs qui font des montages financiers intelligents et tout, bah, c'est ça en fait qui l'a attiré par là. En tout cas c'est ce qu'il dit. Et que la complexité des affaires, c'est ça qui l'a poussé à aller dans cette voie. Globalement, c'est un mec qui se définit dans le livre un peu comme hors système. On exagère un peu. Procédurier, ça il le dit plusieurs fois, qu'il est très procédurier, qu'il a d'ailleurs il voue une espèce de respect sans fin pour le système français et le mode de procédure qu'on utilise en France, au moins à cette époque. Et si vous voulez, bon, il s'entend mieux par exemple avec les avocats qu'avec les juges. Donc de ce point de vue-là, il est un peu hors système dans le sens où il est pas trop relationnel interne. Il respecte son rôle, son poste. Il est procédurier mais il n'a pas d'affinité particulière avec les autres juges. Donc bon, l'affaire de HLM de Paris, c'est une affaire qui traite de la corruption, hein, voilà. Donc ce qui confie dans le livre globalement, c'est que voilà, pour lui en France, dès qu'il y a un marché important, hein, qu'il y a une négo autour de marchés importants, des marchés publics, et il y a de la corruption. Ça c'est son sentiment, sa conviction comme on dit. Et d'ailleurs voilà, l'affaire des HLM de Paris, c'est une affaire qui va le conforter totalement dans cette vision des choses de la société française. Enfin, il livre un dernier sentiment qui est pas anodin sur l'erreur judiciaire. Donc il en parle un petit peu dans le livre, on y reviendra après. Et en fait, pour lui, l'erreur judiciaire, la principale source de l'erreur judiciaire, c'est le suspect.
c'est que 9 fois sur 10, le mec s'est mal défendu. Des fois, il avoue même des trucs qu'il a pas fait. Voilà, mais bon, c'est le prévenu, c'est le suspect qui favorise l'erreur judiciaire. Donc voilà, il dédouane un peu le système sans le, enfin pas complètement, mais bon, voilà, il protège un peu le système. On va voir que de toute façon dans le livre, voilà, il révèle des choses, enfin il dit des choses, il attaque un peu le système, mais il le protège aussi énormément. Donc sur le système judiciaire, justement, ce qu'on apprend dans le livre, c'est qu'à son époque, donc là on est en 2002, parce que l'affaire est fait de 94, fin 94 à 2001, je crois, un truc comme ça. Et lui, il est dessaisi, en tout cas lui, il est dessaisi en 2001, donc il est viré du processus d'instruction en 2001. Et donc il écrit le livre l'année qui suit, un peu comme une espèce d'exorcisme, de catharsis, quoi, si vous voulez. Donc on apprend qu'à cette époque-là, le 5e plus gros tribunal de France, c'est le tribunal de Créteil, hein, c'est là où il aura instruit l'affaire des HLM de Paris. Et que par exemple, il y a 6000 magistrats dans toute la France, alors qu'en comparaison, par exemple, on trouve 15 000 avocats rien qu'à Paris. Donc c'est pour dire la masse d'avocats par rapport à la petite masse de juges. Et d'ailleurs, ça implique des choses, c'est qu'un juge, souvent, il s'occupe de plus de 100 affaires en même temps. Lui, son record à lui, c'est 141 en même temps. C'est-à-dire qu'il a 141 dossiers d'enquête en même temps à instruire et tout. Donc ça fait beaucoup. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est qu'en effet, on le surveille sur le nombre d'affaires qui sont traitées, qui sont ouvertes et qui sont fermées. Hein, et ça, c'est régulé par, je sais plus quelle, la chambre d'accusation, ça s'appelle. C'est sa hiérarchie au juge d'instruction. Et donc il faut qu'il en ouvre au moins autant qu'il en ferme autant qu'il en ouvre mensuellement, quoi. Donc ce qui fait que par exemple les plaintes contre X, elles sont souvent à dire passées à l'as à cause de ça. On les défavorise, on les sous-traite, mais pas en sous-traitance, hein, on les sous-traite dans le sens où on les traite moins bien parce que voilà, c'est contre X, c'est plus difficile à instruire. Donc le juge, il est d'accord sur le fait que le juge d'instruction doit être contrôlé par la chambre d'accusation. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, bon, déjà, donc là, on est en 2002, hein, il se plaint du manque d'effectifs. Et il se plaint également des bavures silencieuses, comme il appelle ça, de ce manque d'effectifs. C'est-à-dire que parfois, comme vous n'avez pas le temps d'instruire correctement une affaire, avec les vices de forme, ce genre de choses, parce que c'est hyper administratif, tout est hyper complexe pour le juge d'instruction, pour faire son travail, et ça favorise un peu les avocats, voilà, et ça permet des remises en liberté, des fois trop tôt, ou même des fois parce que le juge il a mis trop de temps à faire les éléments. Donc on dit ça fait trop longtemps que vous faites l'instruction, donc le mec c'est bon, il est non-lieu, enfin c'est même pas non-lieu, quoi, c'est genre l'enquête elle tombe à l'eau, quoi. Donc ça c'est un problème. Il parle aussi pas mal de la police judiciaire, en disant qu'il y a le principal problème de la police judiciaire, c'est qu'elle dépend de la justice pendant l'enquête, sauf qu'en vrai, c'est quand même les flics, à part. Donc ils dépendent de la hiérarchie en même temps. Donc c'est un peu compliqué pour eux, parce qu'ils doivent gérer leur carrière tout en obéissant à un juge d'instruction. Donc vous avez bien compris que quand il y a une enquête gênante, hein, voilà, donc genre les HLM de Paris, voilà, c'est facile pour les mecs qui ont du pouvoir, donc les politiques par exemple, d'entraver l'enquête en mettant la pression sur les flics. Voilà. Donc ça peut être des espèces d'ordres oraux qui disent voilà, bon, on va faire une perquise, vous trouverez rien dedans, on met un commissaire qui est nul ou qui est aux ordres, voilà. Donc en fait, si vous voulez, pour le juge, la police judiciaire, ce qui serait intéressant qu'elle soit, c'est qu'elle soit totalement indépendante et qu'elle dépende, indépendante de la police normale, mais qu'elle dépende totalement de la justice. C'est-à-dire qu'il serait pour une espèce de brigade de police totalement séparée de la police normale, quoi, et qui dépendrait de la justice et pas de l'intérieur, en gros. Alors il fait aussi un commentaire sur le fait qu'il y a de plus en plus d'affaires qui impliquent des politiques. Alors, ça c'est vrai que ça s'est beaucoup vu dans les années 90, il y en a eu je sais pas combien. Bon là on en entend un peu moins maintenant, il y en a encore, hein. Là cette semaine il y a Fillon là, qui va passer au tribunal, on a eu les Balkany dernièrement là. Voilà, si on cherche on en trouvera plein d'autres. Et ça a beaucoup commencé dans les années 90. Donc lui il donne une petite explication qui est pas inintéressante. Il dit la première chose déjà, c'est que les juges sont mieux formés,
et ils vont plus souvent au bout de leurs actions, enfin les juges d'instruction, hein, ils vont plus souvent au bout de leurs actions. C'est-à-dire qu'ils ont moins peur, voilà, ils osent plus aussi y aller. La deuxième raison, c'est qu'il parle aussi de la décentralisation qui a été faite par Mitterrand dans les années 80, et en fait qui a dispatché la responsabilité des marchés publics. Et donc en multipliant le nombre de responsables de marchés publics plus petits, mais quand même publics, hein, n'est-ce pas, c'est des petites entités locales qui ont récupéré des fois des marchés importants. Par exemple, refaire des ronds-points, hein, comme tout le monde sait. Voilà, ce genre de choses. Et donc, forcément, vous multipliez tout ça, vous multipliez la possibilité de fraude et vous multipliez les potentiels fraudeurs. Donc, vous multipliez la fraude. Voilà. Donc, bon, on sait on devine pourquoi Mitterrand il a fait ça sous couvert de décentralisation. Hein, c'est pour donner à manger à tout le monde. Voilà, bon. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'il y a aussi une alternance politique qui existe. Et ça, en fait, maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Évidemment, quand vous êtes au pouvoir, quand c'est le RPR qui était au pouvoir, les affaires sur le PS, ils sortaient, et puis vice-versa. Là, maintenant, c'est En Marche. On a bien vu, là, pendant la campagne présidentielle de 2017, c'était Fillon qui était en ballottage favorable pour gagner, et puis pour essayer, voilà, on lui a mis des pots de banane avec ses costards, des trucs de merde, mais bon, quand même, il avait pas à faire ça, et puis voilà, il prend son oseille et tout, machin, sa femme qui bosse, machin, et puis, ça lui a foutu des bâtons dans les roues, donc c'est cette multiplicité des partis, cette alternance au pouvoir aussi, elle favorise la possibilité d'engager des enquêtes sur les gens. Il parle aussi du secret de l'instruction, dans une enquête qui est totalement impossible à tenir, voilà. Simplement, quand vous êtes le juge d'instruction et vous créez un dossier, entre le greffier, les assistants de tout le monde, le juge, le préfet, tout ce que vous voulez, les flics, machin, voilà, il n'y a pas moins de 50 personnes qui ont accès au dossier. Donc en vérité, le secret de l'instruction, c'est du mytho, ça n'existe pas. Et puis le problème, c'est que vous avez les journalistes qui jouent un rôle. Donc lui, dans l'affaire des H&M de Paris, d'ailleurs, il a eu beaucoup de problèmes avec les journalistes, et puis lui, il a mal vécu cette médiatisation. Donc là, il en parle toujours de manière un peu dans le livre, là, toujours un peu il est négatif sur ce pan-là du système. Et donc en gros, c'est simple, pour lui, il y a deux solutions. C'est soit on interdit à la presse de parler des affaires, mais ce qui veut dire limiter la liberté de la presse. Donc là, t'as bien compris, compliqué d'avoir ce discours-là dans l'opinion versus l'opinion publique, en face de l'opinion publique, puisque c'est eux qui décident quels sont les sujets qu'on met sur le tapis ou pas, donc c'est un peu difficile. Ou alors il propose une solution qui est pas si mal, ça serait de créer un porte-parole des juges, quelqu'un qui communique sur le déroulement de l'instruction, mais qui soit un professionnel, c'est-à-dire que le juge d'instruction, lui, son boulot, c'est pas un communicant, quoi. Il est pas là pour faire de la communication, il est là pour instruire, c'est un procédurier. Donc voilà. Donc il propose ça, ce qui peut être une bonne proposition. Surtout qu'il souligne quand même que, comme le secret de l'instruction, même s'il est factice, c'est un des moyens de vicier la procédure, ça renforce ce qu'il disait avant sur les entraves du pouvoir, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui veulent vous aider, qui veulent aider certaines personnes à faire foirer l'enquête, vous faites vous-même les fuites, et puis après vous dites que c'est le juge d'instruction qui respecte pas le secret d'instruction, quoi. Vous lui mettez des pots de banane, double pot de banane glissante, quoi, au mec. Donc donc comme je le disais, il parle aussi du système judiciaire à la française, et notamment la place du juge d'instruction, et c'est un gros défenseur de la place du juge d'instruction. Parce que pour lui, le juge d'instruction, en fait, c'est un mec, quand il instruit une affaire, il cherche la vérité. Il n'est pas là pour faire plaisir à qui ou qu'est-ce. Et puis, comme il est indépendant, il instruit son affaire tout seul, quelque part, il est garant d'un certain équilibre, puisqu'il n'est pas vraiment soumis à l'autorité, en vérité. Ils sont à part, les juges d'instruction. Et ça pour lui, pour Alphen, c'est un des piliers de la démocratie, ce juge d'instruction. C'est ce qui permet justement d'avoir des affaires sur des mecs placés comme Chirac ou Tibéri à cette époque-là. C'est grâce à ce système-là. Il est également aussi pour que le parquet continue d'être attaché au gouvernement, parce que il y a besoin d'unifier la politique judiciaire du pays. Donc le parquet, c'est ce qui représente l'État, quand vous êtes au tribunal.
Et s'il n'y avait pas de parquet, en fait, c'est, ça serait... comment dire, enfin, s'il n'était pas rattaché au gouvernement, si le parquet il n'était pas à dimension nationale, et il était localement... Les procureurs, ils avaient des influences locales, bah, chaque procureur, en fait, il serait tout puissant, quoi. Il pourrait décider de ce qui est bon, ce qui est pas bon, de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas sous sa juridiction. Donc ça, c'est bien. Donc on a voilà, le parquet qui défend l'État, les avocats qui défendent le client, et entre les deux, vous avez le juge d'instruction qui, lui, essaie de chercher la vérité entre les deux versions, quoi, entre guillemets, entre les deux parties. Donc c'est pour ça, là, on a eu des débats avec la suppression du juge d'instruction, là. Et pour le juge, il considère que ça serait euh, très, très néfaste à la démocratie et que l'indépendance du parquet, par exemple, serait en vérité le remplacement du juge d'instruction. Donc on se rappelle que voilà, Sarkozy l'avait tenté de le supprimer, ce juge d'instruction, alors que voilà, le juge Alphen, pardon, il rappelle encore quelque chose qui est de bon sens, hein, mais c'est qu'au final, les affaires d'instruction, celles qui sont vraiment instruites, elles pèsent 10% des cas sur tous les cas traités. Hein. Les petites affaires, ça pèse 90%. Hein, et donc, bien sûr, les 10% où il y a vraiment le besoin d'un juge d'instruction, on a bien compris que c'est pas pour le voleur de pommes du supermarché du coin, hein, ni pour le dealer en bas du hall. On a bien compris. C'est pour des mecs comme les HLM de Paris, comme voilà, Sarkozy et tout. Donc on a eu souvent des demandes, voilà, pour supprimer, pour limiter son pouvoir, pour enlever quelque chose de... Enfin, pour enlever ce rôle-là dans la justice française. Il parle aussi du déroulement de procès, comment ça se passe. Donc il a une prise de position également sur la suppression des jurys populaires. Donc ça c'est un peu particulier parce qu'on a l'impression que ça aussi c'est un des garants de la démocratie. Hein. Quand on regarde la justice, on se dit bah, c'est des gens comme vous et moi qui allons mettre la peine, quoi. Mais lui il est contre ça parce qu'en fait pour lui il y a trop de différences de perception de chaque cas par les jurés. Et c'est ça qui lui pose problème. Par exemple, il donne un exemple, il y a un boulanger qui tue sa femme pour un adultère, je crois, ou même pas, parce qu'un jour elle lui pète tellement les couilles qu'il pète un câble et qu'il l'étrangle. Mais le boulanger, c'est un mec super connu dans son village, machin, donc il y a une mobilisation des villageois, on fait des pétitions, et puis voilà, à force de pression, ils finissent par le libérer, le mec. Alors qu'il y a un boucher qui, lui, bon, c'est un crime passionnel de tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire que c'est un mec, sa femme, elle le trompe, elle le quitte, et donc bah, le soir, il pète un plomb et il éclate sa femme. Bon bah lui, au final des faits similaires, lui, il a pris 18 ans. Hein, et il a eu de la chance de ne pas prendre perpète, parce qu'il est passé pas loin de perpète. Et donc le juge Alphen, lui, pour lui, bon, ces écarts-là, sur des faits, sur une finalité qui est identique, hein, c'est-à-dire un homme qui tue sa femme, même s'il y a toujours des circonstances différentes, mais voilà, entre on est libéré sous pression populaire et on prend 18 ans, ça c'est à cause du fait que les gens qui jugent sont pas des professionnels. Alors il décrit un peu comment ça marche les délibérés. Donc en fait, une fois que les mecs ils ont exposé tous les cas et tout, les avocats, le parquet et tout, tout le monde a fait son boulot, les jurés ils se retirent autour d'une table comme ça. Et bon, bah, par expérience, le juge Alphen il dit voilà, c'est le premier qui parle, il donne souvent le ton, c'est-à-dire si le mec il dit bah, je pense qu'il est coupable, les autres vont suivre. S'il dit je pense qu'il est pas coupable, les autres vont pas suivre. Ensuite, on vote à bulletin secret sur des petits papiers. Si peut-être maintenant c'est par internet, hein, sur un truc électronique, on va savoir, là t'es en 2002. Mais dit on vote sur des petits papiers si le prévenu il est coupable oui ou non. Et si oui il gagne par exemple, il revote en mettant la peine que le mec mérite. Donc c'est un peu dur quand même, hein. Tu te dis putain, il y a des mecs qui prennent 15 piges ou 10 piges, c'est selon le tour de table et tout. Enfin, c'est vrai que c'est assez cool. Quand il raconte ça dans le livre, tu te dis putain, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, hein. C'est chaud quand même. Alors aussi dans les déroulements des procès, évidemment, donc là il parle de son cas un peu plus personnel sur les HLM de Paris, le juge il fustige les rapports avocat-journaliste. Hein. Et il se demande même si quelques avocats, à travers les journalistes, ils manipulent pas l'opinion. Hein. Donc là, par exemple,
Je pense qu'il parle de gens comme Dupond-Moretti, par exemple. Voilà. Les mecs qui se jettent dans des causes perdues, ou Vergès peut-être. Voilà. C'est ce genre de gars-là qui me viennent à l'esprit. Moi, je suis pas expert du sujet, mais voilà. Il raconte aussi certaines magouilles, donc c'est des petites anecdotes sur le déroulement des procès, qui se font à travers les avocats, avec les avocats. Par exemple, voilà, il y a un mec qui se fait péter. Bon, bah, t'as un mec d'une organisation, je sais pas, trafic de drogue, prostitution, des proxénètes et tout. Donc, t'as un des maillons de la chaîne qui se fait péter. Et puis, en fait, il y a un avocat qui débarque, qui est payé par un tiers, voilà, donc sûrement, voilà, qui représente l'organisation, quoi, qui vient défendre le mec pour que, bon, il n'y ait aucun nom qui sorte, et que, voilà, le gars, il prenne ce qu'il a à prendre, mais que le reste de l'équipe soit protégé. On a aussi les avocats qui payent les gardiens de prison pour apporter des téléphones aux détenus. Hein. Et on a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des avocats, ils demandent du cash aux familles pour soudoyer le juge et en vue d'une remise en liberté, par exemple. Donc toi, tu vas avoir un avocat, tu lui dis, ah, gna, 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 il dit, ah, bah, pour que je le remette en liberté, vous me donnez 50 000 en cash, il y a 30 000 pour le juge, 20 000 pour moi, et puis on va vous faire ça. Voilà. Donc il raconte une histoire où le mec c'est tellement une crapule qu'en fait il sait que le juge va le remettre en liberté, il dit ça à la famille, ah, filez-moi 50 kilos, comme ça je soudoie le juge et il va se faire liberté, et puis il les a pris lui, puis à la fin ça marche pas, il se fait péter, il se fait éclater dans les bois, le mec. Je sais plus quel avocat il parle, enfin bon. Voilà. Il parle aussi plusieurs fois, en fait, il jette des petites pierres comme ça à droite à gauche, hein, des commentaires, donc là, de la franc-maçonnerie par exemple, hein, où il explique bon, que ce réseau-là, il est important dans la justice, hein, et que ça permet de manipuler un peu les affaires pour qu'elles soient défendues par tel ou tel avocat. Voilà, donc je repense aux gens que j'ai cités précédemment, j'en sais rien, mais ça fait penser à ça en tout cas. Donc globalement, à la fin, il a un propos un peu ironique sur les avocats, le juge. Il dit qu'un bon avocat, c'est celui qui sait manipuler le réseau, hein, donc le réseau interne, et Franc-Mac, qui est le réseau du réseau, à l'intérieur, évidemment. C'est l'avocat qui est médiatique, hein, qui sait faire sa renommée sur des histoires comme celle des HLM de Paris. Hein, voilà. Pour mieux, en fait, se jeter un peu dans des grandes causes, perdu des fois d'ailleurs, pour mieux ensuite quand vous venez le voir pour pas votre divorce mais pour une connerie, quand vous n'êtes pas un mec médiatique, voilà, le mec il est connu donc il peut, les honoraires, tu vois, c'est plus les mêmes quoi, c'est à dire que donc là ça fait clairement penser à Vergès ou Dupond-Moretti quoi, c'est clair. Et puis il dit aussi enfin qu'un bon avocat c'est un mec qui est bien procédurier et qui est bien là, qui arrive à bien faire pourrir les situations pour essayer de faire annuler la procédure. Voilà. Et il dit il y a beaucoup d'avocats, ils lui ont posé beaucoup de problèmes parce que les mecs ils cherchent même pas vraiment à défendre le prévenu, le suspect. Ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent tous les documents de tous les... ils se mettent des firmes d'avocats, quoi. Ils se mettent à je sais pas combien. Ils regardent tous les documents. Et si des fois t'as oublié de tamponner un truc, ou t'as oublié de mettre le nom de machin, ou même limite t'as oublié la date, les mecs ils peuvent te faire vice de forme. Et tout ton boulot d'instruction qui a duré je sais pas combien de temps, et avec toutes les suspicions, hop, ta procédure, tu te la mets dans le zouk. Donc ça c'est quand même un peu difficile à accepter, hein, je pense. Donc ensuite il nous fait il a quelques propos sur l'Europe aussi qui sont assez sympas. Donc il précise que la législation à Monaco, hein, ça favorise le black parce qu'il n'y a pas de contrôle de liquide, je crois. Voilà, il explique aussi qu'il a eu donc dans le cadre de l'affaire des perquisitions à faire à l'étranger. Et il parle de la coopération internationale. Et en fait, il explique que en fait, l'Union européenne, ça facilite le transfert des fonds de banque en banque. Donc, ce qui fait que les mecs, ils récupèrent l'oseille ici, ils le foutent en Hollande, après ils le foutent en Suisse, au Liechtenstein, au machin truc, et voilà, et ainsi de suite. Et que l'ouverture des frontières, comme on a créé avec l'UE, ça leur permet d'aller hyper vite dans le transfert de fonds. Par contre, juridiquement, il n'y a rien qui est harmonisé. Ce qui fait qu'en vérité, quand toi t'enquêtes, tu vois, tu viens, faut demander une comment ils appellent ça, comment ils appellent ça, je sais même plus, j'ai pas noté le nom, hein. C'est une espèce de commission rogatoire mais internationale quoi, et pour l'obtenir tu mets 1 an des fois, c'est à dire que le mec il a eu en 1 seconde
il a fait faire le tour du monde, ou même enfin le tour d'Europe à ses fonds à blanchir. Et toi, tu vas venir derrière avec ton petit paplard au bout d'un an pour obtenir le droit de perquisitionner la deuxième banque du maillon où il y en a 50. Donc lui, à la fin, ce qui conclut sur ça, c'est que bon, c'est une arnaque, l'Europe en termes juridiques, qu'il va falloir... Il y a deux solutions pour résoudre ces problèmes-là. C'est soit la création d'un parquet européen, voilà. Bon, ça, c'est pas la solution que lui il préconise, parce que la transmission de dossier, c'est très compliqué. Donc, si toi, tu dois instruire en France, puis monter ensuite à l'échelon supérieur en filant le dossier, c'est là. L'autre solution, par contre, c'est de donner au juge le droit qu'il a tout le temps, c'est-à-dire de lui dire, ok, bah, si en France, si t'as une enquête qui est en France, mais qui te mène en Angleterre, bah, t'as les mêmes droits en Angleterre qu'en France. Sauf que, bon, cette harmonisation juridique-là, t'as bien compris, c'est pas demain la veille que tu vas l'avoir, hein, au hasard. Ceux qui s'intéressent, qui google LuxLeaks, je pense que ça sera parfait, même si c'est légal, mais ça sera parfait. Voilà, donc pour lui, là t'es en 2002. Je le cite, ce coup-là, l'Europe qui se construit est une Europe financière. Hein, c'est clair, t'es en 2002. Donc je pense qu'on a compris. Alors bon, il y a pas mal d'anecdotes aussi, donc bon, des choses bêtes. Hein, par exemple, il parle du fait que l'aéroport d'Orly, c'est la porte d'entrée de toute la drogue. Voilà, de la bœuf qui vient des Antilles et de la coke qui vient d'Amérique latine. Il parle aussi de Rungis, parce qu'il était sur Créteil, donc il parle de Rungis et le marché et comment ça marche entre les Français, les Rital et les Maghrébins, les séparations ethniques. Il raconte aussi qu'il est témoin d'un suicide de policier, déjà à cette époque. Donc voilà. Et il raconte aussi une petite affaire, donc là ça va reboucler ce qu'on disait tout à l'heure, sur il y avait des cuisiniers de grands restaurants qui en fait, on va dire, en dessous de table, prenaient les dessous de table pour favoriser telle ou telle entreprise de restauration, de fournisseurs, quoi, si vous voulez. Et que le mec qui touchait le plus, c'était le cuisinier du ministère des Affaires étrangères. Ça s'invente pas quand même. Alors il cite un autre sujet qui est là qui est différent, qui n'a rien à voir avec l'affaire, mais il en parle. Malheureusement, il va pas au bout puisqu'il dit pas qui c'est, mais je pense que on peut facilement identifier pas qui c'est. Qui parle d'un ministre français très connu, qui est cité dans un témoignage d'un mis en examen pour un trafic d'armes vers l'ex-Yougoslavie pendant la guerre. Et malheureusement, il donne pas son nom. Donc voilà, je pense que il suffit de regarder quels sont les ministres qui étaient impliqués, quel point commun il peut y avoir avec le juge, et puis tu sais de qui il s'agit. Voilà. Donc du trafic d'armes quand même, ce qui d'ailleurs serait absolument pas étonnant vu la personne. Alors c'est marrant aussi parce qu'il décrit, il dit ouais, la plupart des politiques que j'ai rencontrés dans mes affaires, dans mes instructions, c'est des petits délinquants en fait, de la mentalité. Ils ignient, ils se comportent un peu mal. Après, quand ils sont coincés, ils se retrouvent comme des petits délinquants, quoi. C'est des petits, c'est pas des mecs de haut vol, quoi, les politiques. Contrairement aux financiers. Voilà. Donc, et enfin, voilà, en parlant d'anecdotes, il parle d'anecdotes un peu des parasitages qu'il a pu avoir. Donc, c'est des torsions de la légalité, quoi. Par exemple, il fait une perquisition chez la responsable de la section financière des RG. Donc là, t'es quand même à un certain niveau de responsabilité quand même. Et en fait, pendant la perquise, t'as carrément le boss des RG qui appelle. Et là, il prend le juge, ouais, ça va, tout se passe bien, la perquise et tout, c'est nickel. Alors que c'est censé être un truc secret. Quand tu fais une perquisition, t'arrives, t'as pas annoncé ça 8 semaines avant. Là, t'es censé prendre les mecs sur le fait et récupérer des trucs que les mecs peuvent pas. Voilà, c'est une perquise, quoi. Et là, t'arrives et t'as le directeur DRG qui t'appelle pendant la perquise pour te dire ça, tout se passe bien, c'est nickel. Voilà. Et, ou alors, il a une autre anecdote qui est dans le même style sur voilà, parce que par exemple, sur le secret de l'instruction, quoi, c'est qu'il a des flics carrément qui lui expliquent que dans le cadre de certaines enquêtes, donc, par exemple, les HLM de Paris, c'est sous-entendu clairement. Les auditions, elles vont directement chez le ministre. C'est-à-dire que t'as fini de raconter ton truc, hop, ça part, t'as même pas le temps de machin, ça part chez le ministre. Donc là, c'est un peu compliqué quand même. Enfin, on va terminer donc sur l'affaire quand même. On va parler un peu de l'affaire en elle-même. Donc l'affaire, en fait, elle commence avec la SAR de Monsieur Méry,
C'est une société qui émet des fausses factures au départ, d'assistance commerciale à tout plein de grosses boîtes de BTP à Paris. Et en fait, toutes les boîtes de BTP qui payent ces factures d'assistance commerciale, elles obtiennent des marchés publics de construction. Tous les patrons des boîtes de BTP sont des membres ou carrément très proches du RPR. Okay, donc c'est clairement identifié RPR. Je rappelle que cette affaire des HLM de Paris, elle aura bifurqué sur les HLM des Hauts-de-Seine avec Balkany par exemple. Hein. Il note aussi que nombre d'entre eux, de ces gens-là, ce sont des francs-maçons. Voilà. Donc vous avez le réseau dans le réseau. Voilà, comme d'habitude. Donc là, en gros, le truc, c'était que vous passez par mairie, c'est là un peu la condition pour avoir les marchés, les marchés publics. C'est-à-dire que mairie vous facture des... Voilà, il vous dit, ok, j'ai une fausse boîte, je vous facture de la prestation commerciale fictive. Hein, voilà. Vous me filez ça, et puis nous, on vous file les marchés publics, puis nous, on se rince la gueule au passage. Donc le problème qu'il a eu, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est que ce dossier-là, c'est un dossier qui a été très international. Hein, on parle c'est quand même des gros montants pour l'époque, 2002, quand vous avez 200 millions de francs, 70 millions de francs par là, ça commence à faire du bon chiffre, des bonnes rétrocommissions pour se mettre bien quand même. Donc par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que ça a touché des gens quand même qui sont devenus, qui n'étaient pas n'importe qui. Par exemple, au bout d'un moment, il fait l'audition d'un mec qui s'appelle Philippe Massoni. À ce moment-là, il est préfet de Paris. Donc tu vois, c'est pas n'importe qui. Parce qu'il est cité dans des lettres de perquisition qui sont allés carrément faire jusqu'en Côte d'Ivoire et tout. Enfin, tu vois, le truc est super complexe. Donc moi, je vous passe les détails parce que déjà, il explique pas exactement le déroulement de l'affaire dans le livre. Hein, c'est plus un sentiment général qui donne sur l'affaire et le système judiciaire. Et puis parce qu'on s'en tape en fait en vérité. Mais il faut voir que par exemple ce mec-là, Philippe Massoni là, il va devenir conseiller spécial de la sécurité de Chirac. Donc tu vois, tu t'es pas en train de parler à un pécor quoi, tu vois. Le mec, ça rigole pas, le bordel. Donc qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Ah ouais. Donc pareil, alors au bout d'un moment, il fait une perquise au RPR. Il arrive au RPR, il fait une perquise, donc ça c'est genre début 95 je crois. Il fait une perquise, quand il arrive, genre on l'accueille à l'accueil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bonjour, ouais monsieur Alphen, ouais c'est au 2e étage, machin. Donc il arrive, tout est nickel, il n'y a rien à récupérer. Voilà, il se fait niquer, donc il est pas content, parce qu'en gros ça avait fuité à mort. Et juste après il fait une perquise au Parti Républicain, parce que le président du Parti Républicain, donc c'est un tout petit parti à la con là, il a de grandes relations avec mairie. Là-bas, il trouve 2,5 millions de francs en liquide, qui viennent de fonds spéciaux de la part de Matignon, directement. Donc ça rigole pas. Hein. C'est de l'oseille qui est filé de l'État à haut niveau, en liquide, à un parti. Donc le juge, après, il a tenté de faire une enquête pour détournement de fonds publics, ce qui lui a été refusé. L'affaire a été transmise à un autre juge, et elle a été classée sans suite. Donc c'est quand même compliqué. Donc là-dessus, avant que tout ça se passe, qu'on lui refuse l'affaire et qu'on la transmette à quelqu'un d'autre, il est parti à Matignon pour voir le registre des fonds spéciaux, puisqu'on lui dit ok c'est des fonds spéciaux, en gros c'est une caisse noire, on file de l'oseille, donc il va dire ok je veux voir le registre, quoi, vous devez tenir un truc. Alors il va à Matignon, on lui dit non, dégage, on ne te filera pas les infos. Et suite à cette visite à Matignon, il aura une visite du procureur, donc le mec qui représente l'État, puis une visite de Juppé carrément, qui était Premier ministre à ce moment-là. Et il reçoit également une lettre, expliquant pourquoi les fonds spéciaux, c'est du secret défense. Donc ça veut dire que t'arrives dans un petit parti à la con, il y a 2,5 millions en liquide dedans, on te dit ça vient de Matignon, c'est des fonds spéciaux, et quand tu vas voir Matignon, t'as le Premier ministre qui t'écrit net, il dit non mais ça c'est secret défense. Donc en fait, tu peux pas savoir d'où ça vient, et puis si t'es pas content c'est pareil. C'est quand même magnifique, c'est-à-dire que comment de l'oseille de secret défense, il peut se terminer dans un coffre-fort d'un parti en liquide, je pense que voilà. Et ça on est en juillet 95, donc on n'est pas en 1930, tu vois, on est en juillet 95, faut quand même le savoir. Donc en 96, un an après, il perquisitionne, c'est les Tibéri. Les Tibéri, donc c'est ceux qui avaient pris la suite de Chirac avant comment il s'appelle, Delanoë là, qui était maire de Paris. Et Tibéri, en même temps qu'il était maire de Paris, il était président de l'OPAC, donc c'est l'office des je sais pas quoi, des HLM, je sais pas quoi là, enfin c'est l'office qui te file les marchés publics.
Donc pareil, il arrive, perquisition, saboté, les mecs l'attendent, on lui offre du café, machin. Enfin, tu vois, le truc qui t'empêche de bosser, quoi, tout simplement. Donc là, on fait un petit bond dans le temps, on est en 2001. Et en fait, il y a plusieurs patrons d'entreprises qui sur procès-verbal, affirment qu'ils versent de l'argent pour obtenir des chantiers publics. Hein. Et ils disent, les mecs, non, on verse de l'oseille au RPR et à la mairie de Paris, dont Chirac est le président et le maire, au moment des faits. Donc, qui est responsable de l'OPAC, ce qu'on parlait avant, là, c'est Chirac qui a désigné les mecs. Donc là, c'est mon tout pointe vers Chirac. En plus, en même temps, donc le mec du début, la mairie, là, celui par qui tout a commencé, lui, il a passé l'arme à gauche pendant l'instruction. Mais à titre posthume, il y a une vidéo qui est sortie où le mec, il implique Chirac, donc pas dans ces faits-là, mais dans des faits antérieurs. Tu vois ? Donc bon, tout pointe vers Chirac. Donc le juge, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, bon, on va... Bon, il a beau être président, parce que là, on est en 2001. Il est président depuis 95, l'autre. Il dit, bon, on va le président, il doit se soumettre au juge d'instruction. Sur le papier, c'est pas parce que t'es président que voilà, tu peux pas être entendu comme témoin. Donc, il décide de l'entendre comme témoin. Et là c'était la goutte d'eau. Là, il s'est mis tout le monde à dos, le mec. Donc, t'as eu Devedjian et Alliot-Marie. Je sais pas si vous vous rappelez, Alliot-Marie, elle était encore là il y a pas longtemps. Là. Et ils montent au créneau, ils disent, ouais, le juge, c'est un menteur, il falsifie des trucs et tout, carrément, quoi. Ils mentent, quoi. Chirac, il répond même pas. Et en fait, pour répondre, qu'est-ce qu'il fait ? Une conférence de presse. Voilà. Donc, tac par derrière, évitement. De toute façon, Chirac, on le connaît, c'est son truc, de pas répondre, d'éviter les débats, éviter les confrontations, c'est pas son truc. Donc, en plus, bien sûr, la convocation qu'il avait envoyée à Chirac, au lieu qu'elle soit secrète comme elle doit l'être, elle a été publiée dans la presse, évidemment. Donc, il y a une enquête qui est menée pour savoir d'où vient la fuite. Et donc la fuite, on va faire l'enquête. Il faut savoir que cette enquête, elle va terminer, le rapport de l'enquête va terminer au Conseil supérieur de la magistrature, qui est à ce moment-là présidé par Jacques Chirac. Donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que t'appelles un mec à témoin, secrètement, c'est dans la presse, et le mec, on diligente une enquête, et en fait le mec qui récupère le rapport de l'enquête, c'est le mec que t'as appelé en témoin. Voilà, tout en étant président de la République, au passage. Donc là, la boucle est bouclée, je pense que sur l'honnêteté du système en France, voilà, je pense que là t'as mangé bien, là t'es bien. Et t'es en 2000, t'es pas, encore une fois, t'es pas au 19e siècle ou sous les rois, voilà, t'es pas sous la monarchie, là. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de suite à cette histoire, le juge, parce qu'il n'avait pas inventé. Mais t'imagines que si c'est le juge qui avait fait une erreur de truc et que c'est lui qui avait fait la fuite et tout, et que ça arrive sur le bureau de Chirac au Conseil supérieur de la magistrature, le mec, sur le grill, Alphen, tu vois, découpé en rondelles. Donc voilà, au fil de son instruction, évidemment, le mec, il a eu plein de coups tordus. On n'a pas arrêté de le faire chier. Alors à un moment donné, il va perquisitionner un journal, parce que ils sont impliqués dans le truc avec un mec qui s'appelle Schuller, qui est le suppléant de Balkany, donc le journal Le Clichois, qui facture des prix de publicité, alors que le mec, c'est un journal local, il facture les prix comme si c'était Le Monde, le mec, tu vois. Il va, donc le mec qui dirige enfin pas qui dirige, mais qui est en tête un peu du journal, c'est Schuller, c'est le suppléant de Balkany. Balkany, à ce moment-là, il est RPR, député RPR du 92, et président de l'office HLM du 92, ok. Et comme par hasard, qui a donné de nombreux marchés à la SAR. Donc c'est logique d'y voir un peu de suspicion de corruption, quoi. T'as Balkany qui file les marchés, et la SAR, elle paye énormément de pubs à un pote de Balkany qui dirige un journal, c'est le pote de Balkany, et le mec il surfacture les trucs x10. Donc tu te dis, bon, il y a peut-être un truc. Donc ils font une perquisition dans le journal, et en fait, il se fait encore tacler par derrière. C'est-à-dire que son beau-père, à lui, du juge, qui était sûrement un peu un idiot, il a contacté Schuller, parce qu'il le connaissait de je sais pas comment, là, et puis il a essayé de lui dire, moi je vais soudoyer le juge aussi, mon beau-fils, là, et puis tu vas m'arranger, je vais t'arranger l'affaire, quoi. Donc bon, donc tu vois que dans ces histoires-là, même la famille et tout, c'est vraiment, vipère, panier de crabe,
Donc bien sûr, bon, le beau-père, il se fait serrer, hein, ça, voilà, il essaie de tirer de l'oseille, donc l'autre, il est plus malin, il dit ok, au moment de lui filer le blé, bap, t'as la BAC qui débarque, et voilà, tu te fais péter en flag. Et en fait, dans les médias, ils ont fait courir le bruit que l'oseille, c'était pour le juge. Alors que le juge, lui, il était même pas au courant, tu vois, que le mec, que son beau-père faisait ça. Son beau-père, je pense qu'il avait un peu les dents longues, il a essayé de machin. Donc le juge, on lui a foutu ça sur le dos. Voilà. En plus, t'imagines ton beau-père, donc t'imagines le couple et tout. Enfin, tu vois le truc. Donc c'est compliqué. Donc à ce moment-là, on a failli lui enlever l'affaire au juge. Et c'est là que tu vois que c'est marrant la politique, c'est que comme ça, bon, tout ça, ça visait Chirac et le RPR. Bah, qui c'est qui est intervenu pour le protéger, le juge? François Mitterrand. Et puis Édouard Balladur. Donc le président et le premier ministre précédent à ce moment-là. Et puis l'affaire, elle est classée sans suite. Donc c'est quand même, tu vois, t'es quand même, c'est quand même compliqué. Donc finalement, bon, après, il y a eu plein d'autres problèmes. Par exemple, il a de plus en plus peur parce qu'en fait, on lui fout la pression, on le suit, on le menace, on appelle, on raccroche, voilà, on le fout sur écoute. Et par exemple, il raconte des anecdotes où il est au téléphone avec quelqu'un, il lui dit ah bon, on va manger là, et puis il y a une troisième voix qui parle, qui dit non, c'est fermé. Enfin, genre de truc, quoi. Donc le mec il dit ok, donc je suis sur écoute, donc on lui fout la pression, à tel point qu'à un moment donné, il y a un fabricant de gilets pare-balles, donc ça c'est une petite anecdote qui est marrante, qui l'appelle et qui lui dit ah, si vous voulez, j'ai une veste de costard pare-balles, je vous l'offre, tout ce que vous avez à faire c'est vous faites quelques photos et puis avec la veste et tout, et puis je peux utiliser votre nom, tout ça. Tellement le mec il est sous pression, il faisait la une des journaux toutes les 2 minutes, quoi. Alors il y a aussi un corbeau qui envoie des courriers avec des détails sur sa vie à lui, parce qu'il a une maîtresse au bout d'un moment, donc dans sa vie, il parle un peu de sa vie privée, il a une maîtresse, le juge. Donc on lui dit ah, t'étais bien à tel endroit, à telle heure et tout, avec machin, avec truc, ou au stade, et des fois il va au stade, il va voir le PSG, ah t'as vu, t'étais là, et t'as bien aimé le match et tout, machin. Pareil, donc on le salit, on le calomnie, évidemment, on lui fait courir des bruits sur lui pour le décrédibiliser. Puis à l'intérieur du système, pareil, on lui fait annuler plusieurs de ses actes. Tu vois. En fait, si tu veux, un juge d'instruction, pour limiter son action, il a une procédure à suivre. Et les actes procéduraux, ils peuvent être mis en cause. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure par les avocats ou le parquet, si les vices de forme, là, si t'as pas tout fait comme il fallait. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les mecs, les actes, ils n'arrêtaient pas de les contester. Et en fait, les actes, ils passent devant une chambre d'instruction qui est constituée de 3 juges. Et en fait, les mecs qui jugent la validité des actes, ils ont même pas à être juge d'instruction. Ça peut être un juge matrimonial ou un juge du stationnement, quoi, tu vois, un juge de la route. Donc c'est un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que ils vont juger du travail de l'instruction, les juges de la chambre d'instruction, mais ils sont pas eux-mêmes, ils ont pas d'expérience, donc ça c'est un peu con. Ce qui fait que résultat, tout ça, on va lui annuler sa perquisition chez les Tiberi, alors qu'il avait trouvé des trucs pas très graves, là, il y avait le dossier de la Xavier Tiberi et tout, le rapport là qu'elle avait fait, c'était pas très grave, mais voilà. On lui annule une procédure visant des emplois fictifs dans une société du bâtiment, et entre une société du bâtiment et le RPR. Ça c'est sur une intervention de Jacques Toubon, qui était garde des Sceaux à ce moment-là, et contre toute jurisprudence en cours, c'est-à-dire qu'on lui a annulé sur un fait avant on dit, c'est pas la jurisprudence, quoi. C'est quand même incroyable. On lui a annulé la saisie de la cassette donc de mairie là, du mec que je parlais avant, qui avait pour conséquence de faire venir comme témoin Jacques Chirac. Pareil sur une espèce de truc de merde, un quiproquo sur la suspension de l'instruction. Enfin les mecs, des vices de forme dans tous les sens pour t'empêcher de bosser, quoi. Voilà, donc après, en page 157, là, il fait une liste des faits illégaux découverts pendant l'instruction pour lesquels il n'a pas eu de réquisitoire supplétif, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu enquêter. En fait, au cours de son enquête, il a découvert plein d'autres trucs, et on l'a empêché d'enquêter dessus. Donc ça, c'est un peu difficile. Et globalement, voilà, pendant son instruction, il a eu 4 gardes des Sceaux passer. Meignery, qui était un baladurien, qui a plutôt laissé couler, qui n'a pas trop intervenu. Il y a eu Toubon, donc lui qui était pro-Chirac, donc il n'a pas arrêté d'intervenir et lui casser la tête. Et suite à la dissolution de 97, c'est Guigou, elle je m'en rappelle, et Le Branchu, alors lui je m'en rappelle pas, voilà, mais qui vont pas l'aider spécialement, qui vont pas non plus trop l'embêter, mais qui laisseront le parquet, donc c'est-à-dire le réseau du réseau, faire son boulot de blocage pour empêcher
que l'instruction suive son cours correctement. Et voilà, et en fait, en conclusion, pour lui, le juge, il est totalement dépité, quoi. Pour lui, la corruption en France, elle est trop implantée. Il y en a beaucoup, il y en a partout. Le système, il est trop lourd. Et il y a trop de réseaux. Et en fait, c'est souvent... je ferai d'autres notes de lecture sur ce sujet-là, mais c'est un des mâles qui ronge la société française, la République même, on peut dire. Et ça en est une bonne illustration. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vie de note de lecture classique. On aura appris 2-3 trucs dedans. On aura eu la vision d'un juge médiatique au cœur d'une affaire d'État sur le système judiciaire au global, avec pas mal d'anecdotes. C'est pas du grand livre, hein. Le mec il se livre pas, il explique pas tout. Mais c'est un livre qui permet de se documenter un peu sur le système judiciaire en France, comment il fonctionne, avec ses qualités et ses défauts, parce qu'il a quand même des qualités malgré tout. Et puis il a aussi beaucoup de défauts malgré tout, comme toujours. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Likez, partagez, machin truc. Là, comme d'habitude, là, abonnez-vous la chaîne. Là, faut que je fasse de la promo là, parce que j'ai 3 abonnés. Là, c'est merdique. Donc abonnez-vous, machin. Moi, je sors pas des vidéos toutes les semaines. Prenez soin de vous et continuez d'essayer de vous documenter. C'est comme ça qu'on essaye de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Bisous.